Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Women First TV, où que vous soyez. Merci en tout cas de rester des nôtres sur ce plateau de La Loupe, votre émission qui revient sur l'actualité phare de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons du décès tragique de Bintou, cette dame abattue par son mari. Ce féminicide qui n'est pas un cas isolé car témoigne de l'ampleur des violences à l'égard des femmes et filles au Sénégal. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Madame Marie-Gueye Sok, membre du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPS FECO, section Keur Massar. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madame Sok, bonjour. Bonjour à vous, Madame Yvette. Je commencerai par vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de venir sur ce plateau et échanger avec vous sur ce thème d'actualité. Merci de rester des nôtres en tout cas. Et comme chaque dimanche, c'est un réel plaisir de partager ce plateau avec notre très cher doyen Mamadou Sy Albert, notre analyste politique. Doyen, bonjour. Bonjour Yvette, c'est toujours avec le même plaisir partagé de revenir sur l'actualité et surtout sur une question quand même assez importante. Le nombre de décès malheureusement augmente. Cette année est malheureusement aussi marquée par des disparitions très tragiques. J'en profite aussi pour saluer tous nos internautes et saluer Madame Sok. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau et comme vous l'avez tantôt dit, doyen, cette année a été plutôt macabre. Nous avons enregistré une vingtaine de cas de décès, soit des féminicides ou en tout cas des crimes passionnels. Pour en parler, comme je l'évoquais tantôt, nous accueillons Madame Sok. Alors Madame Sok, quel rôle joue le RESFECO dans la prévention des violences basées sur le genre? Oui, je suis d'autant plus enchantée d'en parler qu'effectivement, nous entamons une période assez macabre. Vous savez que le RESPECO, qui est le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, son cœur de métier, on dirait, ce serait plutôt la paix et la sécurité. Mais comment parler de paix et sécurité sans parler de droits de femmes et particulièrement de violences basées sur le genre? Donc le RESPECO est une organisation, on dirait locale, de la société civile qui s'occupe de droits de femmes, de paix, de sécurité et de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Nous sommes installés depuis des années, comme vous le savez, et nous avons des actions nationales, régionales documentées. C'est dans ce cadre que vous nous voyez souvent avec des partenaires clés pour parler de ces luttes basées sur le genre. Alors si en ce moment, l'actualité est empoignée par ce meurtre odieux de la dame Bintou Gueye, vous ne serez pas surprise de voir le RESPECO aller au front et en parler. C'est à ce titre que votre humble serviteur qui vous parle, Madame Sok Marie-Gueye, je suis la présidente du RESPECO, section Keur Massar. Enseignante de formation, c'était facile que je verse sur le droit des femmes et sur la lutte contre ces droits. Donc le RESPECO voudrait s'attarder, voudrait en parler, voudrait s'indigner des féminicides qui sont dans ce pays, comme vous le dites, vous en avez noté une vingtaine. Je suis sûre qu'il y en a plus, mais la vingtaine est constatée. Ne parlons pas des 70% de cas de violence, pas de meurtre, mais de violences qui sont quand même constatées dans les ménages par les femmes. Et ces violences, vous savez qu'elles sont de tous ordres, sexuelles, psychologiques, économiques. Les femmes sont violentées dans ce pays et il est temps de s'attarder et d'en parler. En tout cas, c'est un réel plaisir. Vous avez fait en tout cas le tour de cette question, la problématique même de la sécurité des femmes, mais surtout de l'engagement que l'État devrait en faire telle une priorité pour en tout cas protéger ces femmes. Et nous revenons à Doyen. Alors Doyen, la plupart du temps, ce combat est porté par des femmes, des groupements de femmes en tout cas, pour préserver ne serait-ce que leur dignité, en tout cas leur sécurité, comme le RESPECO et autant d'organismes. Alors quel est le rôle en tout cas fondamental que l'État devrait jouer dans cette partition? Disons que l'État, son rôle est central. C'est l'État quand même qui a la responsabilité publique
à partir du moment où ce phénomène se développe, ça entraîne des conséquences en termes de perte de vies humaines, ça déséquilibre la structure familiale, la société. Ce n'est plus une question de femmes, c'est une question de société. Et l'État, c'est lui qui garantit le respect de toutes les libertés, de tous les droits. Donc cet État-là, il est appelé quand même à jouer pleinement son rôle. Maintenant, il y a plusieurs niveaux dans l'intervention de l'État. Pour ce qui concerne la tragédie, bah, elle est là, elle se développe, mais on ne sent pas une réaction de l'État. Effectivement. L'État ne protège pas la femme. Pourtant, le constat est là, comme Mme Sok l'a dit, ben, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène documenté, c'est un phénomène qui pose en réalité l'équilibre de notre société. Mais comment un tel État peut rester inactif? Il ne réagit pas. Il n'y a pas de ministère de la famille qui réagit, il n'y a pas le ministère de la communication, il n'y a pas les médias. Mais c'est comme on a banalisé le phénomène. Cette banalisation vient du fait que l'État ne joue pas son rôle. Je crois que ça, c'est un premier niveau. La protection, ce n'est pas après le fait, c'est avant. Et l'État ne fait rien pour dire que moi, je suis là pour garantir que, une fois aussi que l'action est malheureuse est là, on ne sent pas l'État. On ne sent pas l'État. Et ça, c'est très grave aussi pour les médias qui finissent par banaliser le phénomène. La presse devient même complice, alors que l'État, quand même, a des outils. Ils ont la radio, ils ont la télé, l'État a tous les moyens pour sensibiliser. Donc, l'action de sensibilisation, c'est le deuxième niveau. Que l'État ne joue pas son rôle en termes, en tout cas, dans le domaine de la sensibilisation, de la communication, dans l'éducation. Ben, tout ça, c'est l'État. Maintenant, peut-être la faiblesse majeure ici, c'est qu'il n'y a pas, sur le plan juridique, il y a un vide. Il y a un vide juridique. Et pourtant, l'État a des documents, a des alertes, à des séminaires, à des conclusions, à des résolutions. Mais l'État est inactif sur le plan juridique. Et ça, je pense que pour moi, c'est ça peut-être la difficulté majeure qu'on a avec notre État. Il ne prend pas en charge la question genre de manière générale, mais encore moins la violence exercée sur les femmes. Ce qui nous revient en tout cas, doyen, à nous poser une question en tout cas fondamentale à Mme Sok, que vous apprennent en tout cas vos actions sur le terrain, sur les causes profondes des violences basées sur le genre, voire même le féminicide. Il me plaît de réagir sur cette question juste après la réaction de M. C. Albert, qui mettait un doigt sur l'inefficacité de l'État. Heureusement qu'il y a au Sénégal, comme je dis, le RESPECO, qui est coordonné par une dame, la présidente Diago Ndiaye, une enseignante chevronnée, avec 40 ans de vie de société civile chevillée au corps, qui a compris l'urgence. Par rapport à tous ces phénomènes, que se passe-t-il? Monsieur, si l'État est en train de faire quelque chose, mais comme dans toutes les structures, comme dans toutes les sociétés, plus ou moins, les gens se plaignent par rapport à l'applicabilité. Vous savez que la loi 2020 est là. Il y a la loi en 2016, une loi sur la cybercriminalité. Effectivement. Qui régulait cela. Il y a le traité de Maputo. Il y a la charte des droits. Tout ça est là. Mais c'est au niveau de l'application que nous posons problème. Alors, que fait le RESPECO? Le RESPECO est régulièrement, quotidiennement, sur des actions de sensibilisation, de plaidoyer. Nous sensibilisons dans les écoles, dans les ménages, dans les structures, dans le grand public. Nous mettons en place des actions de formation, de soutien aux victimes. Femmes. Je donne un exemple à la Journée internationale de la paix qui est consacrée le 21 septembre. Nous nous rendons, ne serait-ce que pour cela, en Casamance.
là où il y a un problème de paix. Et il y a un centre qui s'appelle le centre Koulimaro, où il faut intervenir sur des filles qui ont été violentées. C'est une de nos actions. Mais il y a une action phare qui a été développée et déployée, la masculinité positive. Surtout. C'est un projet phare du Respeco. Que faisons-nous? Nous invitons nos hommes et nos garçons à s'unir avec nous pour pallier contre ces violences. Nous formons les jeunes filles, nous essayons de les réinsérer. Là, tout récemment, que s'est-il passé? Nous avons compris que ce problème prenait tellement de l'ampleur que nous avons pensé que le Respeco seul ne pouvait ne pas y arriver. Et c'est pour cela qu'à l'école coloniale Siomamel, le mercredi dernier, qui était le mercredi 22 décembre, nous avons invité une quinzaine d'organisations de femmes pour procéder au lancement de la coalition nationale des organisations de femmes qui luttent toutes contre les violences faites aux femmes. Et je vais vous dire, le Respeco a pour cela tellement joué son rôle qu'un bailleur clé, AWDF, Association for Women's Rights in Development, a focalisé ses actions sur le Respeco pour l'aider à renforcer ses initiatives, à protéger les femmes, à les outiller sur le renforcement de capacités, mais à mettre en place des actions sur de l'autonomisation économique aussi. Parce qu'une femme aussi, pour qu'elle soit libre, qu'elle puisse se défendre, il faut bien qu'elle soit autonome aussi. C'est entre autres des actions du Respeco. En tout cas, Madame Sock, c'est une initiative à saluer, ce lancement, en tout cas cette synergie d'action qui regroupe autour d'elle des personnes ou des femmes engagées pour la cause de la femme. Quand il s'agit de sécurité ou de paix ou de violence basée sur le genre, en tout cas des choses à bannir, les femmes sont là. Alors, doyen, excusez-moi juste, j'ai oublié de vous dire, cela me revient, monsieur, si Albert en parlait, au niveau des mesures à prendre. Nous allons insister aussi auprès des autorités pour un renforcement. Il faut reformer les policiers, il faut reformer les assistants judiciaires. Et les organisations de femmes plaident même pour inscrire le féminicide dans le code pénal. Exactement. Parce qu'on ne peut pas être ici et assister à ça. Si nous faisons l'état des lieux, aujourd'hui, pour la lutte contre les violences sur les genres, si on prend le Sénégal, la région de Diourbel affiche 42%. La zone urbaine de Dakar, c'est vers 31,9%. Nous allons vers Thiès, nous sommes à peu près à 36%. Il n'y a que la région de Fatick à 15% qui se calme. Mais trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et c'est important d'avoir ces données, en tout cas, pour pouvoir canaliser et catalyser le danger. Ça fait partie de nos actions. Nous allons faire des sensibilisations. Nous proposons déjà, nous le faisons déjà, des sensibilisations dans l'éducation. Il faut intégrer dans les curricula à l'école des modules de lutte contre les violences faites aux femmes. Au niveau de la justice, il faut vulgariser les textes de loi, les outils, ne serait-ce même les mettre en langue nationale pour que toute femme sache qu'elle peut aller discuter avec quelqu'un dans un centre d'écoute bien paisible, bien serein, bien discret pour parler des problèmes. Mais il faut aussi et surtout documenter, outiller cela par quoi? Une banque de données. C'est important. Il faut des données fiables qui permettent de statuer et d'évaluer. Exactement. C'est juste ce que je voulais rajouter. Exactement. Merci Madame Sock en tout cas pour votre intervention. Et doyen, cela nous rappelle que les femmes sont au devant de la scène pour ce combat-là. Alors comment renforcer la coordination entre par exemple la police, les services la justice, les services sociaux et ces ONG-là qui sont déjà là sur le terrain? Oui, je pense que parallèlement, en tout cas à l'idée que Mme Sock a développée tout à l'heure, si vous avez un dispositif d'une coalition nationale d'acteurs divers qui convergent vers des objectifs, il faut qu'il y ait une stratégie nationale. Tout à fait. Donc, tu as un pôle société civile, l'État doit accompagner, l'État doit avoir une stratégie. Et je pense que c'est peut-être à ce niveau que moi je vais insister, c'est qu'il faut qu'il y ait une stratégie nationale qui puisse accompagner
ces acteurs de la société civile, mais également l'État, c'est à lui de communiquer avec les autres acteurs. Parce qu'il n'y a pas que... Il y a le pouvoir religieux, par exemple. Vous avez les médias, vous avez les partenaires internationaux. C'est cette stratégie de l'État qui peut faire de sorte qu'on comprenne que l'enjeu, ce n'est pas simplement de protéger une femme. Non, c'est de protéger la famille, la communauté et la société. Exactement. Et l'État, c'est lui le moteur qui doit être le moteur de cette stratégie. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des ministères dédiés quand même qui s'occupent de la femme. Comment arriver à créer une synergie entre les acteurs au niveau du gouvernement? Il y a plusieurs ministères qui sont interpellés. Vous donniez tout à l'heure l'exemple des forces de sécurité et de défense. Quand la société civile met en place des dispositifs, des maisons d'écoute, qu'est-ce que l'État fait? La police de proximité, elle devrait être là dès le départ. Donc, il y a un problème peut-être de formation de nos forces de sécurité et de défense. Autant il faut avoir des modules dans le système éducatif de base, mais autant les forces de sécurité également doivent être mieux formées pour assister les peuples. Parce que quand même, un meurtre, le premier acteur qui doit être là, c'est la police. Donc, il faut qu'il y ait ce travail de formation de la police de proximité, mais également l'écoute. Est-ce que nos policiers, nos gendarmes, est-ce qu'ils sont préparés à écouter? Est-ce qu'ils sont préparés à accompagner? Là, il y a un problème de formation de nos forces de sécurité. Dans les ministères également, on a beaucoup d'assistants sociaux, par exemple. L'État a les moyens, mais le problème, pour moi, c'est la stratégie. Que c'est un problème sérieux. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. La société civile, elle a beau avoir l'intention de protéger, mais elle n'a pas les moyens. Tout à fait. Et puis aussi la dissuasion. C'est l'État qui peut dissuader les gens. Que quelqu'un qui tue, le lendemain, il est appelé à la police, le surlendemain, on le libère. Il n'y a pas de suite. Et ça, je pense que l'État doit quand même, c'est le côté de cette stratégie, l'État doit sévir. Exactement. Alors, ce qui me revient à demander à Mme Sow, peut-on réellement lutter contre les violences basées sur le genre, voire le féminicide, sans remettre en question certaines normes sociales ou culturelles? Les gens vont essayer. Tout à l'heure, M. Alberti a bien fait de parler de l'État. Effectivement, la force régalienne appartient à l'État. C'est l'État qui devrait, par la force coercitive, être là pour redresser. La société civile ne peut que venir en appoint. Ce n'est pas son rôle de régler des faits de société. Nous ne pouvons que parler, sensibiliser. Maintenant, à votre question, en me demandant si les organisations de la société civile, dont le RESPECO, peuvent lutter contre ces violences, quelles en sont les causes? Nous pensons qu'au Sénégal, quand même, les causes relèvent, nous pensons, que les causes relèvent d'inégalités sociales structurelles, de stéréotypes de genre, de déséquilibres qui sont disproportionnés. C'est clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à tout le monde. Il faut une massification. Il faut un appel. Vous savez, quelquefois, quand il y a eu la Covid, on a dit riposte contre la Covid. Il devait y avoir un sursaut national de riposte contre les VBG au Sénégal. Dans un pays où il se dit que 52% de la population relève du genre féminin, on ne peut assister et constater tous les jours des problèmes sexistes. Violence sexuelle, violence psychologique, violence économique, et maintenant l'extrême gravité de la violence, c'est le meurtre. Donc il est temps, le RESPECO, par ma voix je pense, proposerait des assises nationales
sur la lutte contre les violences féminines qui serait portée par notre bailleur. J'en profite d'ailleurs pour lui faire un appel du pied par ma voix, par la voix de ma présidente. Nous savons que AWDF veut faire beaucoup de choses pour renforcer les capacités des femmes et lutter, mais nous proposerons des assises nationales sur la lutte contre les violences portées par ce bailleur qui n'est là que pour régler les problèmes de droits de femmes, d'inégalité de genre en Afrique et dans le monde. Les formations des femmes, formation des jeunes, formation de médiatrices communautaires. Le RESPECO, par exemple, au Bénin, au Mali, au Niger. Combien de gens avons-nous formés pour être des médiatrices communautaires, pour pouvoir impulser cette dynamique, parler des droits des femmes, parler de la paix, parler de la prévention dans des conflits, parce que vous savez qu'avec les problèmes du G5, les femmes sont concernées, donc elles doivent être devant. Tout ça, c'est de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce problème de violence sur le genre, est-ce que même ça ne demanderait pas un ministère à la limite? Autant il y a ce ministère de la femme et des solidarités, moi je pense qu'il devrait même y avoir un ministère ou une direction logée au niveau du ministère de la famille, en dehors de l'équité, en dehors de tout ceci, mais qui parlerait vraiment de lutte. Excusez-moi de vous couper la parole. En parlant de ce ministère, j'ose dire qu'on n'a jamais vu ce ministère communiquer, en tout cas, comme le font les organisations, sur un cas de féminicide ou de violence à l'égard des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en penser, en tout cas? Est-ce que cette question, en tout cas, elle est reléguée au second plan? L'on préfère parler de politique chaque jour plutôt que de parler du bien-être de la femme? Je ne dirais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que le ministère de mon pays ne veut pas prendre en charge cette question. Mais on peut constater que vraiment, elle n'est pas à l'ordre du jour. Alors qu'elle devrait être, cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles devrait être une lutte multisectorielle. Ils mettent partout des cellules genre, mais les cellules genre ne sont pas pour s'occuper des femmes. Encore que ça ne fait que poser des problèmes parce que beaucoup de gens vont penser que le genre c'est la femme déjà. Ça pose problème. On parle de lutte contre des violences faites aux femmes où en général 70% des femmes sénégalaises dans les ménages subissent des violences. La violence, elle est psychologique. Quand ton mari te réveille et te donne 500 francs de dépenses, c'est une violence. Quand la belle-mère te dit tu vas faire le ménage de toute la maison, aller au marché et venir laver mes habits après, avant de faire ceci, et après que ton mari ne te donne rien, c'est une violence. Quand on te dit que tes enfants ne vont pas à l'école, c'est une violence. La mutilation génitale est là, c'est une violence. Le mariage précoce est une violence. Et je reviens sur monsieur C. Pourtant, les lois et outils sont là. Regardez, quand vous prenez le code de la famille, l'article 111 qui est pour le relèvement de l'âge du mariage, il est bien là. Est-il appliqué? Du tout. Il y a plus grave. Et la 196 qui parle de recherche de paternité. De paternité. Quand encore aujourd'hui au Sénégal, autant nous saluons quand la femme peut donner la nationalité, autant nous saluons quand la femme peut soigner son mari et ses enfants. Mais quand la femme ne peut pas aller rechercher le père de son enfant, c'est d'une extrême violence. Donc il y a à faire, et je rejoins M. Si quand il dit que où est l'État? Effectivement, où est l'État? Mais nous, le RESPECO, nous proposons des assises nationales sur la lutte contre les violences. Nous proposons un ministère, une direction spécifique dédiée à cela, avec les religieux dedans, avec le clergé, avec les imams, avec les femmes, avec les jeunes hommes, les hommes pour la masculinité positive et tous les corps, la santé, la police, les enseignants, pour essayer de circonscrire ce fléau. En tout cas, la question des violences basées sur le genre mérite une réponse communautaire, comme vous l'avez dit, Madame Sock, ce qui nous amène à demander à Doyen qu'est-ce qu'il faudrait en tout cas renforcer en priorité pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, soit la prévention, la prise en charge ou la répression. Bon, je pense qu'il y a... moi, je pense que la priorité, c'est l'éducation. À partir du moment où on a cerné cette violence,
elle se déroule dans le cadre familial et communautaire. On a le périmètre. C'est le délitement des liens sociaux qu'on est en train de vivre dans la famille, dans la communauté. Et la difficulté, c'est l'éducation. Le mariage, c'est une institution. Mais quelle politique aujourd'hui on a mis en place pour éduquer les gens à la vie familiale? Il n'y a pas d'éducation à la vie familiale. Et c'est une institution essentielle dans la société. Vous voulez dire la vie en couple aussi? La vie en couple. Tout à fait. Mais c'est une grosse responsabilité. Tout à fait. Aujourd'hui, les gens se marient très tôt. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est une institution. Donc, si les gens ne sont pas éduqués pour comprendre c'est quoi la famille, quelle est la responsabilité de l'homme, de la femme, on ne peut pas avancer, on ne peut pas régler ce problème de fondamental. C'est-à-dire que la violence, elle est en nous. La violence, elle est dans notre société. C'est une société très violente. Tout à fait. On n'est même pas conscient que, par exemple, la dépense quotidienne, tout le monde est confronté à ça. Mais la principale victime, c'est la femme. Quel que soit le montant, tu es obligé de te débrouiller pour le déjeuner, pour le dîner, pour les enfants. Des fois, c'est psychologique. C'est stressant. C'est stressant. Donc, si tu vis ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, mais à un moment donné, tu lâches. Donc, il y a un problème d'éducation pour les femmes, mais pour les hommes, c'est pire. C'est-à-dire, quand tu te maries, tu penses que, bon, voilà, tu as une épouse, que tu dépends de ta maman, de ton papa, de ton oncle. Mais après 1 an, 2 ans de mariage, mais écoute, tu dois faire vivre ta famille. Les problèmes économiques, je participe énormément à cette violence-là. Les gens ne sont pas éduqués, même pour gérer les conflits, par exemple. Et en parlant d'éducation, Madame Sock, excusez-moi, quand on parle d'éducation au sein de la famille, la plupart du temps, elle est consacrée à la fille. On l'apprend comment se comporter une fois mariée, comment faire ceci, comment faire cela, les tâches ménagères. Tout revient à la fille. Et c'est de manière culturelle, c'est général en tout cas chez nous. Et souvent, le garçon, il est laissé en rade. Alors, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, si nous arrivons à cette situation, c'est parce que dès le début, comme l'a dit Doyen, nous avons failli à cette mission d'éduquer nos enfants, pas d'éduquer nos filles. Alors, comment cette démarche de masculinité positive prend de manière... cette démarche de masculinité positive, en tout cas, prend excusez-moi de la répétition, de manière positive la lutte contre les violences basées sur le genre? Vous parlez de quelque chose de très important, mais j'aimerais d'abord revenir un peu sur ce que disait M. Si, avant de parler du problème spécifique de l'éducation des jeunes garçons. Il a touché du doigt le problème important qui est l'éducation. Les Japonais disent, si tu veux mettre un pays au fond du mur, si tu veux qu'un pays échoue, ne tape pas, ne crie pas, ne maltraite pas. Rate tout simplement l'éducation des enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, rien n'ira. Je suis enseignante de formation. Les curricula dans ce pays ne prennent pas en compte les spécificités sociétales, encore moins les spécificités de femmes. Parce que quand je dis ça, on s'entend. La femme étant le socle de la société, sa formation doit être assez particulière pour qu'elle puisse en charge et le mari et les enfants. Quand je dis les enfants, c'est les garçons et les filles. Donc déjà, nous avons une société où l'éducation pose problème. Je disais tantôt qu'il fallait inscrire certains modules dans les curricula. C'est important. Maintenant, pour en revenir à votre question, vous, particulière. Pourquoi avoir laissé en rade les garçons? Ça, c'est une question de société. C'est la culture africaine qui est ainsi et qui se reflète dans la société sénégalaise. Dans ce pays, on n'envoie pas les enfants chercher du charbon. On n'envoie pas les enfants chercher de l'eau. On ne dit pas aux enfants, venez aider votre petite sœur quand elle fait le linge ou quand elle cuisine. On ne dit pas aux enfants,
il pleut, ne laissez pas les filles sortir, prenez le parapluie et allez faire ceci, allez faire cela. Alors les petits garçons, les jeunes hommes, dès qu'ils sont tout petits, ils ont pensé que le statut de supériorité commence déjà à ce stade de vouloir dire je suis le chef, je m'assois, je ne fais rien. Ça pose un sacré problème. Un homme qui a été élevé ainsi, peut-il protéger une future femme? Sûrement pas. Sûrement pas. Et c'est à ce moment que ça pose problème. Parce qu'il faudrait qu'il puisse protéger sa femme et par conséquent ses filles. Quelle solution? Je vais vous en proposer une ou deux. Vous savez ici, nous de la société civile, dans nos diverses activités, nous avons eu ce qu'on appelle l'école des maris. L'école des maris, c'est la case des hommes, on les appelle. C'est la pré-masculinité positive, où on les appelait à dire, écoutez, vous les maris. Mais ces gens-là, ils étaient déjà adultes, avec certaines habitudes. Donc, on essaie de sauver ce qui pouvait être sauvé. Alors que le problème, c'est d'essayer d'inculquer ça aux jeunes enfants. Moi, je leur disais tantôt, au lieu de faire l'école des maris, faites aussi l'école des enfants. Faites l'école des petits pères. Faites l'école des papas. Faites l'école des jeunes frères. Inculquez aux enfants que vous devez protéger vos sœurs. Si les jeunes garçons suivaient, protéger leurs sœurs, aurait-on vu, par exemple, dans certaines régions que je ne voudrais pas nommer, mais pour dire vers les Kidoué, il y a des coupeurs de route. Il y a des enfants qui se font violer le long des routes. Si on avait éduqué ces enfants-là, ils n'iraient pas jouer au football et laisser leurs petites sœurs. Au sortir de l'école, ils auraient fait des groupes en se disant, nous faisons un grand groupe, les filles devant, nous derrière, et nous rentrons tous à la maison. Ce sont des petites actions comme ça. Ou à la maison déjà, on apprend aux enfants à être le protecteur de sa sœur. Et l'enfant qui est protecteur de sa sœur, mais il va être le protecteur de sa maman. Quand les violences physiques vont commencer, à un moment donné, il dira à son père, arrête de donner des coups à ma mère. Ça va calmer la maison. C'est toute une stratégie qu'il faudra mettre en place, entre autres. En tout cas, une stratégie gagnante si elle est appliquée de la sorte. Alors, je rappelle que vous êtes sur la Women First TV, votre chaîne en tout cas qui relève ou qui préfère en tout cas vous montrer chaque jour le bien-être des femmes, mais surtout le leadership féminin. Alors, doyen, ce qui nous reste en tout cas du temps, il est assez court. Cela me rappelle que tantôt, vous parliez en tout cas de l'arsenal juridique qui est là, mais qui reste à être appliqué en tout cas pour que la population, surtout féminine, puisse en bénéficier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Par exemple, qu'est-ce que l'État devrait faire de manière concrète pour non seulement réprimander les personnes en tout cas qui violentent leurs conjoints ou qui cherchent en tout cas à faire du mal aux petites filles? Qu'est-ce que l'État devrait en tout cas faire? L'État devrait-il miser sur la communication, la sensibilisation ou quoi d'autre? Disons que la matière, elle est là. Comme Mme Sog a posé des propositions allant dans le sens qu'il y ait des assises nationales. Donc l'État doit faciliter la mise en place de ce dispositif, que les gens discutent d'abord du problème et qu'on essaie de trouver des solutions consensuelles. Ça ne coûte rien à l'État. Tous les acteurs sont là, tu as l'expertise, tu as les conclusions, pour l'essentiel, l'État peut faciliter ces assises pour en faire une question d'intérêt national. Ça, c'est une action, je pense que c'est faisable. Sur le plan maintenant juridique, ce phénomène-là, il prend de l'ampleur. Donc, il faudrait que ça soit criminalisé. Et c'est une loi. Pour protéger le citoyen, pour protéger les femmes, pour même respecter la valeur que représente la femme, on doit prendre une décision énergique pour dire que ça, on ne peut plus l'accepter, on ne peut plus le tolérer. Donc ça, je pense que l'Assemblée n'a pas besoin de 48 heures pour discuter. Ils ont toutes les propositions qui émanent des mouvements féministes. Donc ça, il faut criminaliser, l'État devrait le faire. Maintenant, l'autre question qui est la question la plus essentielle, moi j'ai l'impression
que les politiques ne sont pas à la hauteur, malheureusement. Je le dis clairement, que c'est un problème de société. Depuis Abdoulaye Wade, ce problème est récurrent. Macky Sall, aujourd'hui le PASTEF, aucun pouvoir politique ne prend en charge cette question de société. Donc, il démissionne en réalité. Et je crois que ça aussi, il y a une volonté politique. Bon, ça ne coûte pas de l'argent. Il faut oser affronter cette société-là. Et les gens ont peur. Ils ont peur. C'est ça la vérité. C'est électoraliste. Je crois, en tout cas, pour moi, peut-être l'État, je n'attends pas trop des hommes politiques qui sont dans des intérêts privés, mais les médias doivent jouer leur rôle. À des moments donnés, il n'y a que les médias qui peuvent franchir la ligne rouge. Pousser l'État, parce qu'il y a une société civile qui est là, il y a des acteurs qui sont là, l'État peut subir la pression des médias, contrairement à ce qu'on pense. Et pour ça, il faudrait déjà que les médias s'engagent, en tout cas, à changer la manière dont on traite ces informations de violence basée sur le genre. En général, c'est des faits divers balancés au public. Si tu compares les choses, il n'y a pas un homme politique capable de gagner une présidentielle sans les médias. Tout à fait. Il n'y en a pas. Un État sénégalais, il ne peut pas ne pas être sensible à une campagne médiatique. Si les médias décidaient avec la société civile de mener une campagne sur une question précise, l'État va reculer. Exactement. Et ça, je crois que il faut que les journalistes, les leaders aillent dans ce sens-là. Il faut faire pression sur l'État. À partir du moment où il n'y a pas de volonté politique, la seule réponse que tu peux avoir, c'est de faire du lobbying, de faire la pression. Et c'est heureux aussi de partager avec Mme Sow, c'est-à-dire qu'on ait une vision au-delà de notre petit Sénégal-là. Ça aussi, ça fait partie de nos problèmes. C'est-à-dire que le Sénégalais, son miroir, ça s'arrête dans notre territoire. Alors que la question, elle est africaine, peut-être même elle est mondiale. Et ça, c'est bien qu'on ait quand même des acteurs sénégalais qui travaillent pour le continent, qui travaillent pour la femme. Le leadership aussi, c'est ça. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent un projet. Ça, je pense que c'est encourageant. Maintenant, comme je le dis, l'État, tu prends, je ne veux pas dire brutalement les choses, mais on a des dirigeants politiques qui sont des mazos. C'est vrai, on parle de l'éducation des enfants, des femmes, mais nos hommes politiques, ils ont besoin d'être éduqués. Exactement. Il ne faut pas qu'on les mythifie. Ils ont des problèmes, comme nous, citoyens. Ils ont des blocages. Il y a des choses qu'ils ne vont jamais dire parce qu'ils veulent des électeurs, ils veulent des militants. Mais ça aussi, je crois que ça demande de l'éducation. Pour moi, en tout cas, le message, pour terminer, c'est que si les autres Européens ont réussi, nous, on peut réussir. Pourquoi pas? D'autant que nous, on a une culture, quand même, africaine, qui a ses valeurs, qui est là depuis des siècles et des siècles. On a un référentiel culturel, on a un référentiel social, mais qu'on est en train de perdre. Si on retourne vers la société, moi je suis sûr et certain que, quelle que soit la culture au Sénégal, aucune communauté n'accepte qu'on frappe une femme. Aucune. Je ne parle pas de tuer, je ne parle pas d'agresser. Même lever ta main sur ta mère, sur ton père, c'est interdit dans toutes nos communautés. Exactement. En parlant de messages, en tout cas, notre émission tire à sa fin. Madame Sow, quel message adressez-vous aux femmes qui, en ce moment, se sentent en danger? Oui, avant de donner mon mot de fin d'émission, et après avoir réécouté M. Albertsi, qui est revenu sur l'éducation et sur ce que faisaient les organisations de la société civile,
c'est le moment pour moi de magnifier l'action de la présidente du RESPECO. Toujours. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision, elle a un projet. Comme dit M. Si, elle ne s'est pas arrêtée au territoire sénégal. Elle a visé l'espace CEDEAO. C'est très bien. Un espace où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, beaucoup de femmes leaders. C'est ça le leadership. Et je pense que c'est ce leadership que notre partenaire AWDF a vu pour nous venir en appoint via l'éducation. Vous étiez au lancement de la coordination nationale des organisations de femmes. Nous avons signé une charte. Nous avons signé une charte. Et toutes les organisations vont s'y conformer. Et dans cette charte, il y a des actions prioritaires qui vont être prises en compte sous le leadership de la présidente Diago Ndiaye. L'éducation y tient une place. Renforcement de capacité, renforcement, essayer d'inscrire les curricula, les modules. Ça, c'est au niveau du plaidoyer politique. Inciter l'État à mettre ces modules dans les curricula des écoles. Essayer de former les assistants, comme je vous dis, juridiques, au niveau de la police. Tout ça est inscrit dans le volet éducation. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire immédiatement? Immédiatement, c'est vulgariser cette charte, appeler à une synergie. Autant la coordination regroupera les organisations de femmes, mais nous faisons un appel. Vous avez vu la présence des scouts la dernière fois? Effectivement. La masculinité positive sera appelée plutôt. Nous ferons appel aux notables. Nous ferons appel aux religieux pour parler de la peur dont parlait M. Si. Parce qu'effectivement, nous qui sommes tout le temps sur le terrain, nous nous confrontons à des problèmes parce qu'il est difficile quelquefois d'aller dans des zones du sud, du sud-est, du Fouta, où c'est difficile quelquefois d'aller parler de droits des femmes. Tellement les paramètres socio-culturels, ils sont bien implantés. Mais nous essaierons. Le partenaire sur 5 ans va nous appuyer sur cela, sous le leadership de notre présidente. Nous essaierons de faire ça. Maintenant, présentement, quel message pour les femmes? D'abord, il faudrait que les femmes sénégalaises retournent, comme je dis, aux fondamentaux. Vous savez, je vais vous dire une chose, et quand je le dis en général, les femmes rigolent. Vous savez, quand une femme est posée, sereine, et bien calme chez elle, elle a tout. Elle aura un mariage heureux, elle aura des enfants bien éduqués, elle risque moins de problèmes de sécurité. Je vous donne un exemple très simple. Quand il y avait la Covid, dans mes différents plaidoyers, dans les différents panels que j'animais, je disais aux femmes, mais profitez-en pour être les répétiteurs de vos enfants. Au lieu d'être dans les ngénte, tac, machin, matin, midi, soir. Prenez le temps d'éduquer vos enfants. Exactement. Il faudrait que les femmes soient éduquées. Si elles sont éduquées, elles éduqueront leurs enfants. Aujourd'hui, j'ai vu une loi, il n'y a pas longtemps, là, qui disait que maintenant, les festivités s'arrêtent à minuit. À minuit. Mais c'est très bien. Cette loi sur les manifestations et le gaspillage, s'il y a longtemps qu'elle a été votée dans ce pays, c'est qu'elle n'a pas été appliquée. Je vois que le nouveau régime essaie de le faire. Mais qu'est-ce qu'une femme fait jusqu'à 1h du matin pour aller à un ngénte ou à 2h du matin? Moi, je viens, je te donne mon dawtal et je m'en vais. Je préfère aller éduquer mes enfants que de rester dans leur xew. Donc, éduquons les femmes. Et ces femmes-là, qu'elles démultiplient, qu'elles éduquent leurs enfants. Qu'on éduque aussi les garçons. Qu'il y ait plus de sécurité. Que tout le monde mette la paix. C'est ce que je pense qu'il faut pour le moment pour éradiquer cette violence. Et comme le disait aussi M. Si tout à l'heure, il y a un autre problème. La société sénégalaise est violente. Surtout. Dans les discours, dans les paroles, dans les choses. Regardez, le système de Garoualé, je vous donne un exemple. Mais ce n'est rien que de la violence. Ce n'est pas autre chose. Les gens sont violents au Sénégal. On parle n'importe comment à sa sœur, on parle n'importe comment à son mari, le mari parle n'importe comment à sa femme, qui elle-même parle n'importe comment à son enfant.
il faudrait rééduquer cette société. Surtout, surtout. Si on en est à la fin de l'émission, donc je vous remercierai pour l'opportunité que vous nous avez offerte de discuter de tous ces problèmes. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir accueilli sur ce plateau de la Loupe. Agir contre le féminicide, en tout cas, c'est renforcer l'état de droit, préserver la dignité humaine, surtout construire une société plus juste et plus sûre pour tous. Sur ce, je vous dis bonne soirée sur Women First TV.